Alors cette fois-ci, nous avons quelqu'un qui s'appelle Gérard Petitjean. Bonjour, on vous amène le micro. Si vous pouviez vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Alors, Gérard Petitjean, je suis au Havre depuis 1992. Où j'ai exercé la profession de responsable de formation à la Caisse d'allocation familiale du Havre jusqu'à ma retraite, que je vis actuellement. Donc, alors, quelle est votre question? Alors, ma question, c'est par rapport aux modes, ce qu'on appelle les modes de transport alternatifs. Bon, le vélo, c'est quand même pas tellement nouveau, mais j'ai bien noté que la liste Un Havre citoyen propose la gratuité des transports, et je pense qu'effectivement, ça peut désengorger la ville de toutes ces voitures. Mais j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qui est envisagé pour permettre de cohabiter la voiture, les transports en commun et tous ces modes alternatifs, vélo, je vois les jeunes maintenant, ils ont des planches à roulettes électriques, tout un tas de modes de transport alternatifs, les patinettes. Et ça commence, je trouve que c'est bien, mais ça commence à faire beaucoup. Et je pense que la place actuelle pour ces moyens de transport alternatifs, elle est limitée. Merci Gérard. Alors peut-être Stéphane va pouvoir répondre à cette question. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter aussi rapidement? Bonsoir, donc je me présente, Stéphane Madeleine, j'ai 50 ans, je suis enseignant. Je suis aussi objecteur de croissance, un mouvement dont les idées paraissent assez fortes pour que le Premier ministre se soit senti obligé de se positionner par rapport à elle lundi dernier au débat sur France 3. Donc je le note quand même. Pour les transports, nos propositions, nous proposons au Havre une politique de transport qui réponde aux 3 urgences. Écologique, parce qu'on vient d'en parler, on ne va pas attendre que les COP ou que l'État même prenne des décisions. À l'échelle d'une municipalité aussi grande que la ville du Havre, nous devons déjà agir pour réduire la consommation, pour réduire la pollution et la production de gaz à effet de serre. Au niveau social, nous devons proposer des solutions qui permettent à toutes et à tous de se déplacer facilement au Havre, dans les mêmes conditions qu'on habite à Montgaillard ou au centre-ville, pouvoir accéder à tous les lieux du Havre de façon simple et rapide et efficace, pour aussi brasser correctement les quartiers, et démocratique, parce qu'il est nécessaire de faire des choix sans le faire dans le dos des habitants, c'est-à-dire le faire avec le consentement de la population. Il ne suffit pas d'avoir un chèque en blanc pendant 6 ans, puis après faire ce que l'on veut. Il s'agit vraiment de prendre des décisions tous les jours avec les habitants et de construire une réelle concertation, comme on a pu le voir avec la Convention citoyenne pour le climat, où les citoyens ont été informés des tenants et des aboutissants, des enjeux, des conséquences et implications de toutes les décisions qu'on pouvait prendre. Donc, dans ce cadre-là, nous proposons déjà la première mesure que vous connaissez sûrement, c'est l'accès gratuit au transport en commun. Donc c'est une mesure principalement sociale qui permet à chacun et à chacune de se déplacer gratuitement. Donc on parlait aussi pour les écoles, dès maintenant, dès qu'on sera élu, donc dès lundi prochain, que chaque écolier puisse se déplacer dans le cadre d'un voyage scolaire dans le centre-ville du Havre gratuitement. Donc voilà, c'est la première mesure. À noter quand même qu'il ne s'agit pas de licencier les contrôleurs. C'est évidemment de changer l'emploi des contrôleurs et de participer à créer, on appelle ça des ambianceurs. Et donc c'est de les garder évidemment et puis de faire en sorte que l'ambiance dans les transports en commun soit correcte. L'autre mesure, c'est l'amélioration des itinéraires de bus, donc toujours pareil, en concertation avec les habitants, pour améliorer notamment la cadence. Faire aussi des parkings gratuits, des parkings relais à l'entrée du Havre pour permettre aux gens d'arriver au Havre et puis après de laisser la voiture et puis d'aller en centre-ville par les transports en commun. Et puis aussi, donc, on a parlé aussi de la lézarde, de la maintenir, voire de la prolonger. La liaison ville haute, ville basse qui est très importante, donc faciliter l'accès entre les deux parties de la ville pour tous les types de véhicules, que ce soit la voiture, bien évidemment, mais aussi les vélos, le transport à pied, etc.
Et puis, évidemment, on a parlé du développement des mobilités douces, c'est-à-dire des mobilités, le vélo, la marche à pied, etc. Donc, faire en sorte que les trajets soient beaucoup plus faciles et accessibles pour les cyclistes, notamment, et que la cohabitation avec les automobilistes et les piétons se fasse de manière beaucoup plus sereine qu'elle peut se faire actuellement. Donc, je disais, oui, la gratuité, c'est d'abord une mesure sociale. L'impact écologique de la gratuité des transports en commun n'est pas direct, puisqu'on n'est pas sûr que le transfert des automobilistes se fera directement sur les bus, mais il faut déjà préparer le terrain. Si on fait ça en articulation avec les autres mesures de développement des modes doux, normalement, ça devrait fonctionner. Il faut quand même dire que les bénéfices sont assez importants, notamment pour les modes doux, donc je parle du déplacement à vélo notamment. Le déplacement en vélo en ville est beaucoup plus souple et rapide qu'en voiture. Clairement, on est beaucoup plus, je l'expérimente tous les jours, on peut facilement passer d'un endroit à un autre sans chercher pendant des heures de place de parking. On se déplace beaucoup plus vite en fait. Les commerçants vont y trouver un intérêt, puisque le cycliste consomme tous les jours, dans tous les commerces locaux principalement. Les automobilistes aussi vont y trouver un intérêt, puisqu'il y aura moins de voitures, donc moins de bouchons et plus de places de parking. Et puis tout le monde va y trouver un intérêt, puisqu'il y aura moins de pollution, moins de bruit. On se souvient tous des premiers jours d'après le confinement, donc le déconfinement, où on pouvait déjà sortir, mais tout le monde ne conduisait pas encore, et le calme en ville était vraiment très impressionnant et très serein. Alors juste parce que normalement on fait la question instant réseaux sociaux quand on a fait le tour, mais comme il y en a une justement qui nous a été posée sur Twitter concernant la gratuité, la fameuse gratuité qui obnubile nos adversaires et qui assène on va augmenter les impôts pour financer cette gratuité. On a d'autres solutions. Quelles sont ces solutions, Jean-Paul ? Très brièvement, ça fait à peu près 20 ans que ceux qui ont exercé un mandat au Havre, je pense à Nathalie Naille et à d'autres, mais Nathalie, elle l'a dit souvent à la communauté, que l'on explique par exemple qu'il faut la gratuité quand il y a des pics de pollution. Jamais ils n'ont voulu faire la gratuité quand il y a eu des pics de pollution, sauf à quelques mois de cette élection. Puisque nous, on avait mis la gratuité, ils ont commencé à dire, quand il y a ils l'ont même expérimenté, quand il y a une pollution, on fait la gratuité. Comme quoi, mais eux, c'était viscéral. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disaient non, le transport, c'est une marchandise, les gens, ils doivent payer. Et puis après, il y avait la question du tunnel Génère. Pour les piétons qui n'avaient plus le droit d'utiliser le tunnel Génère, il a fallu se battre pendant des années, après l'ouverture du tram, etc., pour qu'enfin, ils autorisent la gratuité dans la partie entre la place Génère et le rond-point. Enfin. Parce qu'ils ne supportent pas cette notion de gratuité. Nous, on ne dit pas on veut la gratuité parce que c'est la mode. Et on dit la gratuité, c'est quand on arrive à un bien commun qui est utile à tous et pas seulement à celui qui prend. L'école maternelle est gratuite. Elle est payée autrement, mais elle est gratuite. Quand vous êtes en longue maladie, vous êtes remboursé à 100%, donc c'est gratuit. Il y a bien quelqu'un qui paye, mais vous avez, c'est-à-dire que ça devient un bien commun. Et on dit, bah voilà, l'heure est venue pour le transport d'être gratuit, parce que il faut que ça devienne un bien commun pour aider à mieux respirer en ville, pour aider à pratiquer le transport autrement, le déplacement autrement. Et on se dit, il n'y a plus grand-chose à faire pour que ce soit gratuit. Il y a déjà 85% du budget du transport qui est déjà payé. Pas par le ticket, qui est déjà payé par l'impôt des entreprises, qui s'appelle le versement transport, par la fiscalité, déjà. C'est-à-dire qu'on pourrait, si on était mauvaise langue, on pourrait dire, vous vous rendez compte, Antoine Ruffnac et Édouard Philippe, ils ont déjà utilisé les impôts pour payer 40% ou 45% du transport pour réduire le prix, etc. Déjà, la fiscalité, il ne reste plus que 15%. Et en plus, dans ces 15% qui restent, il y a des gens, parce que c'est la loi, qui travaillent dans des entreprises et leur employeur paye une partie de la carte de bus, de l'abonnement mensuel, etc. Et donc, nous, on dit combien il reste ? Il reste quelques millions. Mais par rapport à ce que ça rapporte en matière de qualité de vie,
ça mérite quand même qu'on regarde si ce n'est pas un investissement pour l'avenir, quoi, et qu'on étudie. Donc on a dit, ça a été dit, les écoles, dès qu'on arrive, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a 2 fois, hein, les écoles elles peuvent aller en ville où c'est la ville qui paye. Après, le reste, c'est les parents qui payent le transport et tout. Bah, vous imaginez comment vous changez les projets pédagogiques dans les écoles maternelles et primaires si vous considérez que vous n'avez plus la barrière du transport, surtout pour les quartiers périphériques, parce qu'en centre-ville, il semblerait qu'ils n'aient pas le même problème de déplacement pour accéder au muséum, etc. Et donc, il y a cet aspect-là. Il y a les week-ends. On va commencer par rendre gratuit les week-ends. Parce qu'on voit, nous, on est observateurs, on vit la ville, donc on la voit. Quand on voit des bus qui ne sont pas pleins, on se dit, mais pourquoi on ne met pas des gens dedans? Quand on voit le tram pas plein, pourquoi on ne met pas des gens dedans? Ça ne coûte rien de plus. Et donc, il faut trouver le moyen de mettre des gens dedans. Et puis, nous, on n'oppose pas ça au développement du réseau. On a envie, parce que ça ne marche, cette idée-là, que si, en même temps que vous faites la gratuité, vous développez le réseau en qualité, en quantité. Et puis, derrière tout ce que vous avez dit sur le mode doux, il y a aussi l'éducation. Un gamin qui, très jeune, et puis c'est bon pour sa santé, a pris le vélo, a appris à marcher, et a pris plaisir à marcher, qui s'est déplacé en bus, etc., et quand il arrive à 14 ans, il ne pense pas forcément scooter. Quand il arrive à 18 ans, il ne pense pas forcément voiture. Pas forcément. Et l'idée, c'est ça. Ça prend du temps, mais c'est le rôle d'une ville d'éduquer, de préparer, et de préparer la population de demain à vivre autrement, et à vivre heureux autrement. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire à travers ces propositions-là. Merci Jean-Paul. De nouveau à la table de l'urgence sociale. Alors de nouveau à cette table effectivement de l'urgence sociale, et pour cette 3e question, nous allons accueillir Claire Morvan. Bonjour, on vous donne un petit micro. Alors Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Eh bien, je m'appelle Claire Morvan, j'ai 46 ans et je suis professeure de français dans un collège du Havre depuis 6 ans et j'ai 22 ans de carrière. Donc, je connais bien le milieu et ma question porte sur les inégalités sociales de nos jeunes. Et je voulais demander à l'équipe dans quelle mesure, si leur équipe du Havre citoyen était élue, on ne va pas dire si, d'accord? Voilà. On va dire quand l'équipe de Havre citoyen sera élue. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle proposera pour réduire ces inégalités, favoriser la mixité sociale dans les établissements et maintenir l'égalité des chances des jeunes du Havre? Merci Claire. Alors je crois qu'on a Alain Ponvert tout à fait apte à répondre à cette question. Alain, tu te présentes en quelques mots? En tout cas, je vais essayer. Donc, je suis Alain Ponvert, j'ai 65 ans et retraité de l'éducation nationale, syndicaliste et militant citoyen. Je crois que Claire est une observatrice. Elle a vu la dégradation. Ça fait maintenant 25 ans que les gestionnaires de droite accentuent les inégalités, dégradent le service public d'éducation. Et comme nous allons être élus, bien sûr, nous avons un chantier à reconstruire pour réduire ces inégalités, parce que qui dit inégalité sociale dit bien sûr inégalité scolaire. Tout à l'heure, on a parlé des transports pour les projets pédagogiques. C'est fondamental, bien sûr, je n'y reviendrai pas. Deuxième chose, sur la question des fournitures scolaires. Pendant cette campagne, nous avons discuté avec les personnels, nous avons discuté avec les parents, parce que c'est notre fil conducteur. Nous ne ferons rien tout seuls. On parle de démocratie, on parle de social, on parle d'environnement. On n'a pas la science infuse. Nous avons rencontré des personnels et ils nous ont dit, en ce qui concerne les fournitures, eh bien, l'enveloppe municipale est insuffisante. Nous, on va instituer la gratuité parce qu'il n'est pas normal que des familles défavorisées, parce que c'est ça aussi le constat, les inégalités sociales et scolaires ont augmenté. Et on doit, première mesure, réduire ces inégalités pour offrir à tous les enfants de cette ville une égalité réelle, une égalité sociale. Deuxième mesure, tout à fait importante. On parle beaucoup en ce moment d'histoire de mémoire. Juste un petit rappel. Monsieur Ruffnac, élu en 1995, il ferme l'école Sergent Goubin à Cocrioville. Monsieur Édouard Philippe,
élu en 2010, laisse fermer Jean Massé et l'école Villecoq juste à côté. Ce sont quand même deux marqueurs en ce qui concerne leur vision des sociétés. L'argument pour M. Édouard Philippe, c'était que la ville soit plus attractive. C'est vrai, pour qu'une ville soit plus attractive, on ferme les écoles. Alors que l'on sait que le système éducatif, le service public d'éducation, est un des marqueurs pour que les gens viennent s'installer dans les villes, y compris les hauts salaires. On parlait tout à l'heure des médecins, de l'hôpital, etc. Eh bien, nous serons résolument aux côtés des personnels, aux côtés des parents. Vous vous rendez compte? Pendant le confinement, qui a aggravé ces inégalités scolaires, les organisations syndicales qui manifestent tout de suite à l'hôtel de ville ont appris qu'au Havre, 12 classes seraient fermées, et dont une qui est quand même socialement marquée à l'école Prévert du Bois de Bléville. C'est ça le chantier qui nous attend. Nous serons résolument aux côtés des personnels, aux côtés des familles, pour nous opposer aux fermetures de classes lorsqu'elles sont injustifiées. Deuxième mesure qui nous semble extrêmement importante. Et pour l'égalité, non pas des chances, pour l'égalité, parce que l'égalité des chances, ça veut dire qu'il y en a qui ont de la chance et puis d'autres moins. Pour l'égalité, il y a le renforcement du service public d'éducation, comme on a parlé tout à l'heure du renforcement du service public de santé. Et nous prendrons des mesures pour que dans les écoles, mais aussi dans les collèges et dans les lycées, le service public d'éducation soit valorisé, qu'on lutte réellement contre les inégalités scolaires pour mettre fin quand même à un scandale dans une ville ouvrière qui en 2010 a été la capitale de la grève, qu'il y ait une fuite vers l'école privée, y compris dans les quartiers populaires. C'est à ça qu'on s'attache, c'est à ça qu'on va réussir. Merci Alain. Gaëlle, je crois que tu avais quelque chose à dire, toi, justement, aussi au niveau de l'égalité des chances. Exactement. En fait, l'éducation me parle beaucoup dans le sens où, comme Jean-Paul, tu l'as évoqué tout à l'heure, et j'en suis ravie, on est tous dans cette optique-là au niveau de la liste, c'est que l'éducation, c'est de permettre à l'autre d'exister, de donner les moyens de l'épanouissement de l'individu. Et ça, il me semble important et primordial. Et en l'occurrence, dans l'école, il y a aussi toute cette problématique que les personnes, les jeunes, n'ont pas d'AVS ou AESH, où ils ne sont pas accompagnés. Et à un moment donné, il faut mettre en place vraiment une implication de la municipalité pour que ça bouge, pour que cela bouge et tout de suite. Alors je sais bien, pas en claquement de doigts, vous savez bien, mais ça c'est important pour l'inclusion, mais que ça soit cohérent, qu'on met vraiment les moyens. Et en fait, j'étais un peu... Madame, tout à l'heure, vous me posez la question par rapport au centre d'hébergement, par rapport à votre fils, mais il y a aussi également les personnes vieillissantes qu'il faut prendre en considération. Et là, en fait, c'est transversal tout cela, c'est-à-dire que les logements, ils vont être adaptés, on va mettre les moyens nécessaires pour que les logements neufs soient adaptés à toute personne mobilité réduite ou éventuellement les personnes qui ont des difficultés, ça peut être la canne, ça peut être de l'arthrose, enfin, c'est différent, mais c'est quand même très important parce que tout individu a sa place au sein même de la municipalité. Et j'ai oublié une chose importante et qui pourtant l'handicap. Le handicap, en fait, c'est un point sensible qu'il ne faut pas négliger. Et aujourd'hui, on a des difficultés à rencontrer en fait des informations, enfin à aller avoir des informations sur les associations qui sont déjà présentes. Donc du coup, je relie un petit peu avec l'urgence démocratique où on a vraiment le côté associatif qui est présent, mais vraiment, et qu'il faut juste soutenir pour que ça puisse fleurir et qu'on puisse accompagner. Donc il va y avoir ce pôle de coordination, d'information, d'accompagner les parents, parce qu'actuellement on les appelle les aidants. Il est vrai, c'est des aidants. Mais à la base, quand on accompagne une personne, les enfants ou adultes en situation de handicap, on fait avec la famille, on fait avec l'ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir une maison des aidants spécifique. Alors peut-être que vous allez choisir, quand nous serons élus, le fait d'avoir une maison des aidants. Mais à la base, il y a vraiment le côté où on accompagne l'ensemble, la personne et son entourage. Voilà, il me semblait important de le spécifier. Merci Gaëlle. Concernant l'égalité des chances, l'égalité scolaire entre ce que disait Alain tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, je disais, nous, on n'a pas eu besoin de réécrire notre programme après la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, on a vu ce que ça donnait, les moyens pour l'éducation. Il y a des enfants qui étaient mieux que d'autres.
ceux qui avaient la capacité d'avoir un ordinateur à la maison pour chacun d'entre eux, par rapport à ceux qui n'en avaient pas pour les 3 ou 4 ou 5 frères et sœurs, on ne vit pas la relation à l'éducation et l'apprentissage de la même manière. Et donc, quels moyens on donne et quelle écoute de cette situation doit avoir une municipalité? Quelle réactivité? Parce que je sais qu'ils ont fait des cellules de crise, etc., pour suivre les choses. Mais dans la cellule de crise, est-ce qu'immédiatement, on a pensé éducation? Est-ce qu'immédiatement, on a pensé à ces gamins, etc.? J'en suis pas persuadé. Victor Hugo disait, c'est bien une citation, c'est bien quoi. Quand on ouvre des écoles, on ferme des prisons. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Au Havre, le paradoxe, par rapport à la phrase de Victor Hugo, c'est qu'on a fermé des écoles, et il n'y a pas si longtemps que ça, on a voulu offrir un centre de détention à Montgaillard. Toute une symbolique de cette municipalité. Et c'est vraiment cette démarche que l'on veut avoir, le fait qu'à un moment donné, dans cette situation, l'éducation reste la base. Et moi, je le dis souvent, ils le savent bien, parce qu'on a souvent parlé, notre premier rôle, c'est l'éducation. Une mairie, elle doit préparer, et je le répète, elle doit préparer les générations futures, et elle doit réduire les inégalités, et elle doit être juste. Souvent, on dit, ouais, à Montgaillard, ce matin, il y a un monsieur qui dit, de toute manière, avec vous, c'est tout gratuit. Non, c'est pas tout gratuit. On a parlé du transport gratuit. Mais par exemple, à un moment donné, on s'était posé la question, est-ce qu'on fait l'accès au musée gratuit? On s'était posé la question. Puis on a dit, attendez, on est des gens sérieux. On veut gérer une ville. On sait qu'il n'y a pas d'argent magique, comme diraient certains. Et donc, à un moment donné, il faut avoir l'argent. Et on a dit, bah voilà, on ne va pas faire le musée gratuit, mais tout adulte qui va emmener un enfant au musée, il ne paye pas. Parce qu'on ne considère pas qu'il y a une recette à avoir, on considère que la recette, c'est l'adulte qui a emmené l'enfant au musée. Que ce qui est bon pour la ville, c'est que l'on ait emmené l'enfant au musée et que tous ceux qui vont avoir cet investissement-là, eh bien, ils seront salués. Et ce sera notre manière de saluer ceux qui vont contribuer, par des petits gestes comme ça, à l'éducation et donc à l'avenir. Et voilà. Et donc, on a adapté, on va faire les propositions dans ce sens-là tout le temps. C'est-à-dire, on n'est pas à dire gratuité pour tout, mais si vous jouez un rôle, si vous jouez, eh bien, vous contribuez à l'investissement que collectivement on doit avoir en direction de nos enfants. Merci Jean-Paul. On a une petite question impromptue, mais alors rapide, Christophe. Hein. Ouais, alors, bonjour tout le monde. Je suis professeur de langage des signes à Jeanne d'Arc. Il y a beaucoup de problèmes à l'école pour les malentendants. Les professeurs entendants signent moyennement et en même temps, les élèves qui sont malentendants sont mis de côté par le fait de manque de moyens. Les élèves, les sourds, ils vont à l'école. Les professeurs entendants ne comprennent pas. Excusez-moi, hein, je ne suis pas interprète, hein, d'accord ? Problème, il y a beaucoup de problèmes. En fait, en gros, il faut prendre en considération, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la langue des signes soit... Il faut... Oui. Pardon. Oui, en effet. Alors, Christophe révoque le fait qu'à la mairie, les personnes ne peuvent pas comprendre la langue des signes. Donc, du coup, il dit bravo à Jean-Paul Lecoq par rapport, et à toute la liste, par rapport justement au programme de faire l'apprentissage de la langue des signes française à toute l'administration et à l'école. Voilà, merci. Merci Christophe. Alors avec cette fois une question qui concerne le secteur culturel et c'est Pascal Sampietro qui va la poser. Alors on va lui amener son petit micro. Bonjour Pascal, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Sampietro, je suis animatrice et art-thérapeute et effectivement ma question est basée sur la culture. Je voulais savoir en fait si le Havre citoyen avait un programme centré et axé sur la culture pour les enfants des différents quartiers du Havre et une ouverture vers la culture. Le sport, la musique, enfin toute culture et tout art. Merci Pascal. Alors pour répondre à cette question, nous avons Sandrine qui est là, ça tombe bien parce que toi tu es maman de 4 enfants. Oui.
Et donc, ça te concerne plus particulièrement. Oui. Même si la culture concerne tout le monde, on est d'accord. De toute façon, oui, ça concerne tout le monde, et petits et grands, j'ai envie de dire. Surtout les petits, parce que ça développe quand même l'imaginaire, la création, tout ça, la créativité, pardon. Donc oui, un Havre citoyen prévoit justement de mettre toutes ces choses au goût du jour. Je dis au goût du jour parce que c'était d'antan. Il y avait de belles structures au Havre, de structures culturelles. Hein. Il y a le théâtre des Bains-Douches. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Je peux pas toutes Ça les existe citer. encore, le théâtre des Bains-Douches? Oui. Non, mais je voulais dire, j'entendais le cinéma Normandie, je ne sais plus exactement. Mais voilà, beaucoup de structures en fait sont présentes sur le territoire havrais. Et peu d'enfants, même d'ailleurs, les connaissent. Donc je pense qu'il va falloir peut-être revaloriser un petit peu toutes ces structures, les remettre un petit peu au goût du jour. Donc on peut parler de peut-être réhabilitation, peut-être de revalorisation, peut-être de création même pour certains projets. Tout reste à faire, j'ai envie de dire. On peut ouvrir en tout cas le champ des possibles. Et puis, effectivement, on a, tu disais tout à l'heure, Jean-Paul, pour les 500 ans du Havre, amené beaucoup d'artistes extérieurs au Havre. Mais on a sur le territoire havrais bon nombre d'artistes, alors des professionnels aussi bien, des amateurs également. Alors ça couvre vraiment tous les domaines. Hein. C'est la peinture, c'est le street art, c'est le théâtre, l'improvisation de rue également. Enfin, il y a vraiment tout un panel, en tout cas, de choses à faire. Et je pense qu'il faut inclure ça dans tous les quartiers du Havre et ne pas attendre qu'il y ait d'événements pour l'été ou de choses comme ça. C'est justement de peut-être ponctuellement, un jour on choisit ce quartier-là et puis tac, on fait quelque chose ici. Et donc amener en fait tout le monde à pouvoir être touché par la culture. Ça peut être aussi donc par le biais des associations, hein, pour faire le lien encore, pour les enfants notamment qui aujourd'hui peut-être ne savent pas ce que c'est qu'un tableau. Enfin, je vais loin un petit peu dans l'interprétation, mais je pense que c'est important qu'ils puissent avoir accès à toute cette culture. On est quand même au Havre, il y a une richesse, il y a une diversité de cultures, et je pense qu'on peut s'en nourrir et pourquoi pas envisager le demain. On rappelle qu'il y a récemment eu un courrier adressé à la municipalité en place de la part de tous les acteurs culturels locaux qui s'inquiètent énormément en fait de la gestion du sujet culturel au Havre. Et effectivement, nous avons particulièrement travaillé en rencontrant les artistes. Il n'y a pas de lieu dédié pour les pratiques amateurs, par exemple pour le théâtre, alors que la ville du Havre est une des villes qui comporte le plus de compagnies amateurs, et pas seulement pour répéter ou se produire, mais aussi pour accueillir d'autres troupes amateurs, parce que c'est une vraie richesse, et pas forcément des choses qui soient centralisées en ville. On doit pouvoir aussi aller. Il y a plein de salles, en fait, au Havre, qui peuvent être utilisées pour de la diffusion, qui l'étaient jadis, sans vouloir tomber dans l'ancienneté, hein, mais je veux dire, on a des infrastructures, on peut en créer d'autres. On a parmi nous un des colistiers qui est très investi au sein des orchestres d'harmonie de la ville du Havre. Ils n'ont absolument aucun lieu pour répéter parce que l'auditorium en place a une jauge tout à fait limitée en termes d'accueil. Et maintenant, quand des musiciens professionnels viennent pour répéter, ils sont obligés de mettre des bouchons tellement l'acoustique est mauvaise. Et il y a des solutions. Alors, il faut savoir quand même que Le Havre se présente au championnat de France d'harmonie en mai 2021. Alors, ça devait être en mai 2020, mais bon, ça a été reculé, vous le savez. Et que donc, là aussi, on nous demande toujours comment on attire, comment on brille à l'extérieur. On brille aussi par sa création culturelle. Et l'Orchestre d'harmonie de la ville du Havre en est un exemple parmi tant d'autres. Jean-Paul. La culture, toi, tu Parce que connais bien Doris, aussi. à un moment donné, va me dire, faut que tu fasses court. Et l'avantage, c'est surtout que dès tu dois encore dès parler qu'on après. parle de culture, en fait, voilà, Doris est engagée dans Chasse la le culture. naturel. Voilà, et je crois que c'est ça. En fait, ce que le monde culturel havrais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parfois on voit une municipalité qui va chercher ailleurs des talents qui existent ici. Et donc, ça ne gêne pas. C'est bien aussi de découvrir des talents d'ailleurs. Mais découvrir des talents d'ailleurs en connaissant les talents d'ici, c'est bien aussi. Et dans notre campagne, il fallait trouver un moyen d'interpeller les gens pour leur passer le message pour ce deuxième tour avec cette crise du Covid et tout. Et il y a des artistes havrais qui ont dit, si vous avez besoin, nous on veut bien venir avec vous dans les quartiers pour faire de la musique,
pour que vous puissiez discuter avec les gens, pour les faire sortir de chez eux, etc. C'est ce qui s'est produit et on a vécu des moments, je pense, j'ai encore en tête la promenade dans Cocrioville, où les gens disaient « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien !» Les gens aux fenêtres et tout, qui voyaient la fête, c'était rien. On faisait une promenade et on sentait les gens bien entre eux, autour de la musique, autour des danseurs qui étaient là, des bons danseurs. Et ben c'est ça, la culture. C'est aussi ça. Très bon danseur. Et, exactement. Voilà, mais enfin, il faut pousser. Voilà, alors on arrive au terme de ce e-meeting, en bonne compagnie néanmoins. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère qu'on a répondu à une grande majorité de questions. Bien sûr, notre programme étant vaste, il a été élaboré avec de nombreux citoyens tout au long de cette dernière année, en fait. Nous sommes allés à votre rencontre. Nous allons laisser la conclusion au maître de cérémonie, Jean-Paul Lecoq, qui va nous faire une courte conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Surtout, n'oubliez pas, dimanche 28 juin prochain, c'est impératif, il faut voter, et il faut voter pour un Havre citoyen parce que ça va nous permettre de retrouver notre ville. Merci.